Bonsoir, bienvenue à ceux qui nous regardent online, SISH Live 2019. Pendant la semaine ici, dans ce studio télé et auditorium, on a reçu beaucoup de personnalités de la autologie, on a entendu leurs idées, on a regardé leurs produits, leurs montres, bien sûr. Cette session est la première de deux organisées par la Fondation de l'autologie. Parmi ces activités, la Fondation s'occupe aussi de développer les connaissances de l'autologie et de son histoire dans le public le plus large. Pascal Ravsou, qui va s'exprimer dans un moment, est le secrétaire général du conseil culturel de la Fondation. C'est un spécialiste de montres, c'est un collectionneur lui-même. Il va intervenir deux fois, maintenant et dans une heure. La première des deux conférences est consacrée aux complications, qui sont les fonctions du montre mécanique autres que d'indiquer l'heure et les minutes. Pascal, la scène est à toi. Merci Bruno. Bienvenue. Merci. Bonjour à tous. Alors, je vais essayer en 25 minutes de vous expliquer les complications horlogères, ce qui est bien entendu impossible. Donc, j'ai fait quelques choix drastiques pour parler de ce monde fabuleux, très complexe effectivement. Je devrais commencer par le chronographe, mais pour ça, je vais vous demander de venir à la deuxième session qui sera consacrée. Aujourd'hui, on va parler de quelques complications, je dirais, les plus usuelles, les plus iconiques, les plus utiles. Les montres à calendrier, tourbillons, les montres à fuseau horaire et les montres à sonnerie. Tout d'abord, une complication, qu'est-ce que c'est? Je dirais d'une manière générale, c'est un peu l'état d'esprit de l'horloger. Enfin, tous les techniciens, ingénieurs s'évertuent à simplifier les choses, mais pas l'horloger. L'horloger, lui, il essaye de tout compliquer et il y arrive très bien. Plus sérieusement, c'est effectivement, comme l'a dit Bruno, toute indication, toute fonction qui est en supplément de l'indication des heures, minutes et secondes. On considère également le remontage automatique et le tourbillon comme des complications, bien qu'ils n'amènent pas de fonction. On va regarder différentes familles de complications. Elles ont été, je dirais, segmentées par la Fondation de la Haute-Horlogerie en 5 familles. Mesure des temps courts, qui sont donc principalement les chronos, les indications astronomiques, les complications de concept ou de réalisation, typiquement le tourbillon qui n'amène pas de fonction mais qui est compliqué à concevoir et à produire, les complications nées de la vie courante et les signaux sonores, notamment les montres à sonnerie. On va commencer par le calendrier. Les montres à calendrier, évidemment, utilisent d'une manière ou d'une autre des fonctions astronomiques, notamment la date, qui peut être le jour de la semaine, le jour du mois, ou, quand on va plus loin, des calendriers perpétuels. C'est également des indications astronomiques telles que la phase de lune et l'équation du temps. Sans pouvoir rentrer en détail dans tout, on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi c'est compliqué pour les horlogers d'afficher des indications calendaires. Tout d'abord, la mesure d'une année, finalement, c'est quelque chose d'assez complexe. Alors évidemment, on a tendance à dire une année, 365 jours, tout le monde le sait, c'est très simple. Mais en fait, pas vraiment, parce qu'on a les années bissextiles. Dans les années bissextiles, on a un jour intercalaire qui vient se rajouter tous les 4 ans, ce qui nous fait donc une moyenne de 365,25 jours. En fait, non. Pas exactement non plus, parce que la vraie durée d'une année, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, avec beaucoup de digits. On est à 365, 24, 21, etc. Et ça, pour les horlogers, c'est très embêtant. Mais comme ils sont très ingénieux, ils ont réussi à trouver des manières d'enlever les obstacles. Déjà, le calendrier, il est originaire de finalement plusieurs millénaires. Déjà, les Égyptiens, il y a plus de 6000 ans, avaient déjà, avec des moyens d'observation rudimentaires, réussi à identifier le fait que les saisons revenaient au bout de plus ou moins 365 jours. Ils avaient divisé ça déjà en 12 mois. Puis après, Jules César, qui voulait laisser son empreinte dans l'histoire, est venu avec le calendrier julien, donc au début de notre ère, juste avant le début de notre ère, avec déjà des années bissextiles, donc 12 mois de 30 ou 31 jours. Il a fallu attendre le XVIe siècle et le pape Grégoire XIII qui, tout en maintenant le calendrier julien, avec des moyens d'observation plus poussés, s'est rendu compte qu'effectivement, 365,25, ce n'était pas assez. Et donc, il a affiné
le comptage des années bissextiles. Et donc, pour corriger ces erreurs, le 4 octobre 1582 est donc devenu le lendemain, le 15 octobre 82. Ça veut dire que 10 jours dans notre histoire, en tout cas l'histoire chrétienne, n'ont simplement pas existé. Voilà, je pense que vous ne le saviez pas, mais c'est je dirais une spécificité. Et encore aujourd'hui, le calendrier grégorien est la base des calendriers qui a été adopté progressivement par tous les pays. Si on revient aux montres à indication calendaire, donc on a les calendriers simples qui sont finalement effectivement très simples. On a une roue de 31 dents qui fait un tour en 31 jours et donc on ne tient pas compte des mois de 30 jours. Ça veut dire qu'il va falloir corriger manuellement le calendrier 5 fois par an, tous les mois à 30 jours le lendemain. On est obligé de corriger sa date manuellement. Donc les horlogers se sont dit que vous ne pouvez pas laisser ça comme ça. Donc, on est arrivé sur des calendriers annuels. On voit ici un calendrier annuel qui offre une vision digitale facile de l'heure. C'est un calendrier qui tient compte, donc mécaniquement, des mois de 30 jours et de 31 jours, mais il n'arrive pas à gérer février. Donc, on est quand même obligé, une fois par an, de l'ajuster. Il y a bien entendu différentes configurations, on en voit quelques-unes ici. Et donc, le 1er mars de chaque année, on va devoir corriger son calendrier annuel. Mais ça, ce n'était pas assez bien. Donc, en fait, les génies horlogers sont arrivés avec le calendrier perpétuel, qu'on dit perpétuel. Et là, c'est nettement plus compliqué. Et en termes de conception et de réalisation, c'est une des complications très difficiles à produire. Qu'est-ce que c'est un calendrier perpétuel ? C'est un mécanisme qui est programmé pour un cycle, en tout cas, de 4 ans, c'est-à-dire qu'il peut tenir compte des mois de 30-31 jours et des mois de février à 28 jours, ainsi que la 4e année, l'année bissextile, le 29 février. C'est quelque chose d'assez compliqué à réaliser. On voit ici les indications, donc on a un jour de la semaine, date, mois et année bissextile avec un L pour leap year en anglais, année bissextile. Donc, c'est un mécanisme qui est programmé, en tout cas pour 100 ans, parce qu'en fait, notre ami le pape Grégoire XIII, il a été assez créatif. C'est qu'en plus des années bissextiles normales, donc tous les 4 ans, il a décidé que les années bissextiles séculaires qui ne sont pas divisibles par 400, finalement, on ne va pas les compter, elles ne sont pas bissextiles. Ça veut dire que dans ces cas-là, on doit faire une correction manuelle. Alors la bonne nouvelle, c'est que la prochaine correction manuelle, on devra la faire en 2100. Alors le calendrier perpétuel, votre montre sera toujours là, peut-être vous plus, mais peut-être que vous allez pouvoir inciter vos enfants à le faire en 2100, 2200, 2300, et en 2400, ils n'auront pas besoin. Voilà. Les types de calendriers continuent dans les indications astronomiques, notamment pour les phases de lune, c'est des complications qu'on retrouve assez régulièrement. On parle souvent de l'âge de la Lune. Au-delà de l'âge de l'astre lui-même, l'âge de la Lune est le nombre de jours depuis la nouvelle Lune. Et on voit ici les différentes phases de Lune. Et une rotation entière de la Lune dure 29 jours, 53, c'est-à-dire 12 heures et 44 minutes, si je ne me trompe pas. Et ça aussi, ce n'est pas tellement arrangeant pour les horlogers qui aiment bien les nombres fixes, qui ont des roues avec des dents et qui ne sont pas divisibles par des parties de dents. Donc en fait, pour arriver à reproduire les cycles de la Lune de 29,5 jours, ils sont arrivés avec des roues qui faisaient 59 dents, donc 2 lunaisons entières. Et puis, pour les afficher, on a un disque qui comporte 2 lunes et qui va tourner, faire un tour en 59 jours. Mais vous ne verrez qu'une des 2 lunes qui va tourner, effectivement, faire sa phase en 29 jours et demi. Ça n'est pas exactement 29,53 jours, mais les horlogers ont continué et sont arrivés avec des systèmes qui arrivent, ce qu'on appelle vraiment des lunes poussées. Et, on arrive à avoir 1 jour d'écart en 122 ans. Donc là aussi, vous avez le temps de voir venir, c'est vraiment quelque chose que vous ne verrez pas tous les jours. Ces indications, elles sont de phase de lune, sont faites à travers effectivement des disques, peuvent être faites à travers des aiguilles, ici on le voit, à travers une sphère qui va tourner sur elle-même,
les indications sont vraiment variées et la créativité est la seule limite. Ici, on a une palette qui va passer devant la Lune, ainsi qu'ici, une palette qui va passer devant l'organe réglant. Ça, c'est les indications en phase de Lune. On va parler maintenant d'une complication intéressante, c'est le tourbillon. Effectivement, la définition du tourbillon, c'était le but de contrebalancer les effets de la gravité en faisant finalement tourner sur lui-même l'organe réglant. Pourquoi on avait besoin de ça? Je vais vous expliquer. Déjà, c'est une complication qui est très ancienne. Elle a été inventée par Abraham Louis Breguet en 1801. C'est quelque chose de très complexe à mettre en œuvre. Et dans les siècles qui ont suivi la mort de Breguet, eh bien, il y a seulement quelques horlogers qui ont été capables de faire des tourbillons qui fonctionnaient dans des montres de poche. On estime qu'il y a seulement quelques centaines de tourbillons seulement en montres de poche qui ont été produits au cours de 2 siècles. C'est vraiment, vraiment, vraiment très peu. Ensuite de quoi, on a, comme toujours dans l'horlogerie, continué à développer, miniaturiser, améliorer. Et au milieu du XXe siècle, on est arrivé aux premiers tourbillons qui sont embarqués dans des montres bracelets. Tout d'abord ici chez Omega en 1947, puis différentes itérations qui ont vu le premier mouvement tourbillon automatique en 1986 par Audemars Piguet. Puis après, avec l'avènement, je dirais, de la haute horlogerie, la renaissance de l'horlogerie mécanique, eh bien, il y a eu vraiment pléthore de concepts horlogers incluant des tourbillons. Mais malgré tout, au cours du XXe siècle, sur des montres de poignet, on a estimé qu'il y a seulement quelques centaines de tourbillons seulement qui ont été produits. C'est vraiment, vraiment très peu. Effectivement, le début du XXIe siècle a été prolixe, mais au cours du XXe siècle, ça a été encore très, très, très limité. Alors, en général, le tourbillon, vous le voyez, en général dans une ouverture qui est dédiée. Et en fait, on voit l'organe réglant tourner sur lui-même. Ce qui est intéressant, c'est de faire tourner l'organe réglant sur 1 minute. Du coup, on peut mettre une aiguille des secondes au milieu de la cage et on a l'indication des petites secondes qui se fait finalement toute seule. On le voit ici. Alors, vous me direz, le tourbillon il vise à améliorer la précision. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mouvement mécanique a été inventé il y a quelques siècles. Le balancier spirale, il y a plus de 200 ans. Et en fait, c'est un mouvement qui a quand même une conception qui est assez ancienne et qui est sensible, notamment à la gravité terrestre, mais pas que. Bien entendu, ils sont sensibles au choc, ils sont sensibles à l'usure, à la température et au magnétisme. Et le but du tourbillon, effectivement, était finalement déjà de s'occuper de la gravité. Donc comment ça se passe? Sur notre Terre, tout objet est donc attiré vers le bas. On prend le cas d'une montre de poche qui est toujours finalement placée de manière verticale dans le gilet du gentilhomme. Eh bien, on aura un effet sur la marche de la montre. Et donc l'idée d'embarquer l'organe réglant, c'est-à-dire le balancier spirale, dans une cage qui va tourner sur elle-même, va faire en sorte finalement d'avoir des erreurs de marche qui sont diverses au cours de cette minute de rotation et qui vont donc s'annuler ou en tout cas se compenser. Alors vous me direz, bon, c'est très bien, mais aujourd'hui on n'a plus des montres de poche. Et je vous répondrai que vous avez tout à fait raison. Effectivement, maintenant, nous portons des montres qui, finalement, dans toutes les situations de la journée, à moins que vous soyez vraiment très fonctionnaire et que vous restiez toute la journée comme ça, eh bien, votre montre, elle va avoir tout type de position et donc les effets de la gravité vont s'annuler eux-mêmes. Il n'en reste pas moins que c'est une complication très compliquée à faire, à réaliser et à maîtriser, et notamment par des manufactures qui ont ce savoir-faire. Et ça reste une des complications les plus prisées, d'une part très visible et d'autre part technologiquement très difficile à réaliser. Alors vous avez différents types, j'aurais malheureusement pas le temps de les détailler ici. Un tourbillon classique qu'on appelle classique, c'est un tourbillon qui est tenu par la platine et qui a un pont au-dessus. Après, vous avez le tourbillon volant. Ce qu'on appelle le tourbillon volant, on a trouvé une manière technique de se passer du pont au-dessus, et donc on voit le tourbillon dans toute sa splendeur. Et vous avez évidemment beaucoup de variantes. Vous avez des tourbillons inclinés, double axe, orbitaux, multiples. Vous avez
vraiment une grande variété de complications à tourbillon, dont certaines que vous pouvez admirer évidemment dans ce salon. On va arriver aux montres à fuseau horaire. Ça, c'est une complication effectivement finalement très utile aujourd'hui. Tout le monde voyage. On a parfois besoin de se renseigner sur d'autres fuseaux horaires. Et donc, les montres à fuseau horaire permettent d'afficher différents fuseaux. On se partage entre l'heure de référence qu'on appelle home time et l'heure locale, donc ce qu'on appelle le travel time. Il y a deux familles de complications, les montres GMT qui donnent la possibilité d'avoir un deuxième, voire troisième fuseau horaire, et les montres qu'on appelle à l'heure universelle qui permettent d'afficher les 24 fuseaux horaires d'un seul coup d'œil. Vous avez votre temps local et les 24 fuseaux qui vous indiquent finalement quelle heure est dans quelle ville. Et on va regarder un petit peu comment ces fuseaux ont été finalement inventés, comment ils sont venus et pourquoi. C'est assez intéressant. Au début était l'heure solaire. C'était la référence finalement jusqu'au 19e siècle et pendant longtemps, l'heure était donnée notamment par des cadrans solaires qui projetaient une ombre, donc l'heure solaire vraie, au point où il était mesuré. Jusque-là, c'est assez facile. Donc c'est l'heure locale. Et finalement, pendant des siècles, la différence d'heure locale, on s'en fichait un peu. On habitait à Paris ou à Athènes, bon, on s'en fichait un peu de savoir quelle heure il était à Tokyo et quelle heure il était à Los Angeles ou à New York. Donc, ce n'était pas tellement intéressant et donc tout le monde avait son heure locale et la gérait très bien. Où ça devient un petit peu plus embêtant, c'est qu'en fait, l'heure locale, même dans un seul pays, n'est pas la même partout, bien entendu, parce que la Terre tournant, quand il est 12h à Londres, il est 12h07 à Birmingham et il est 12h13 à Cardiff. Alors, ça commence à devenir embêtant au moment où on commence à communiquer. Et là, avec la naissance du téléx, du téléphone, du télégraphe, si on n'est pas à la même heure, on va louper sa conférence téléphonique. Alors on me dirait, c'est pas bien grave, mais ça va commencer à devenir vraiment embêtant quand on commence à voyager. Avec le développement du train, avec le développement vraiment des axes de voyage rapide, on voyage vite, de plus en plus vite, et quand on n'a pas un temps qui est coordonné, il y a pas mal de problèmes qui arrivent, des vrais, des accidents, des incidents, et donc on voit le besoin très rapide de devoir unifier le temps. Et là, dès la moitié du 19e siècle, on conduit à avoir au moins une heure universelle dans la même compagnie de chemin de fer, ce qui paraît intéressant, mais les pays opèrent plusieurs compagnies de chemin de fer. Et à un moment donné, ça commence à être très compliqué parce que chaque compagnie de chemin de fer aura son heure de référence et les conducteurs de train ont plusieurs montres et ça devient toujours plus compliqué. Donc on pousse toujours le bouchon plus loin, mais on ne résout pas le problème. Donc, dès 1847, l'Angleterre sera la première à imposer pour les chemins de fer britanniques une heure universelle. Mais on se rend compte qu'on continue à développer les déplacements et la mouvance, et donc les grands pays aussi ont besoin d'une heure universelle. Et en 1883, l'Amérique du Nord se dote de 5 fuseaux horaires qui va unifier le temps de ce très grand continent, qui, bien entendu, sont les prémices du pas suivant, qui est donc la conférence de Washington en 1884, où là, on va décider d'avoir une division arbitraire du temps en 24 fuseaux horaires pour arriver à avoir une sorte de coordination entre les différents continents. Et on va choisir le méridien de Greenwich comme étant la référence. Greenwich, qui est donc l'observatoire de Greenwich en Angleterre, pas loin de Londres, et on va appeler ça le Greenwich Mean Time, donc le GMT. Et ça devient l'heure de référence dès 1884, ça le restera jusqu'en 1867, où le GMT sera remplacé par l'UTC, qui est basé sur l'heure atomique beaucoup plus précise, mais qui est quand même toujours largement utilisé aujourd'hui. Une montre GMT ou une indication GMT, on sait tous ce que c'est un deuxième fuseau horaire, et on se base effectivement toujours sur ce méridien de Greenwich. Alors il y a différents types d'affichage GMT. Ça peut être plus d'un mouvement. Vous avez une heure de référence au centre avec d'autres mouvements qui affichent d'autres heures. Ça peut être une aiguille coaxiale qui fait
son tour en 24 heures, alors que les heures et minutes les heures normales le font en 12. Ça peut être aussi des sous-cadrans qui peuvent être avec des minutes indépendantes ou pas, ce qui peut s'avérer utile parce qu'aujourd'hui, on a des fuseaux horaires qui ne sont pas fixes. S'il est 3 heures quelque part, il est peut-être 4h30 ou 5h15 quelque part. Donc ça peut être intéressant aussi d'avoir des minutes qui sont indépendantes. L'heure universelle, c'est beaucoup plus facile à lire. Ça se concentre de manière très simple sur un affichage de l'heure locale et un affichage en fait périphérique des autres fuseaux horaires. On a ici l'heure locale au milieu et puis cette bague finalement qui montre que ici on est à 10 heures à Paris qui est tout en haut. Il est donc 11 heures au Caire, 12 heures à Moscou, 13 heures à Dubaï, 14 heures à Karachi, etc., etc. Et c'est des montres qui connaissent un succès assez fort aujourd'hui, alors que beaucoup de gens voyagent et qui sont de plus en plus prisées. Voilà, on va parler maintenant des montres à sonnerie. Les montres à sonnerie, c'est un petit peu le chef-d'œuvre horloger. Il n'y a que très, très peu de manufactures qui maîtrisent l'art de faire des montres à sonnerie. C'est un petit peu à la frontière de l'art horloger, de l'acousticien, de l'artiste, parce que pour mettre au point des montres à sonnerie, c'est très compliqué. Vous avez une mécanique très compliquée avec des gongs, on les voit là-haut, c'est les deux marteaux qu'on voit, et puis des marteaux, et vous avez des gongs qui font résonner le son qui est consécutif à la frappe. Et on essaie de l'amplifier avec des concepts de boîte qui vont faire essayer de mettre en valeur ce son. D'ailleurs, certains matériaux marchent beaucoup mieux que d'autres pour les montres à répétition. Là aussi, il y a différents types. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a. On a d'une part les sonneries automatiques, donc qui sonnent de manière, non provoquée. Les heures en passant. Et puis, vous avez des sonneries sur demande. Là, il y a deux familles, les montres réveil et les montres à répétition. Les montres en passant, donc les petites sonneries, sont des montres qui sonnent les heures et les quarts en ne répétant pas les heures à chaque quart. Les grandes sonneries, c'est le même système et on répète les heures à chaque quart. Alors vous allez me dire pourquoi on a besoin de sonner les heures. Bon, ça vient effectivement d'un temps ancien où on n'avait pas l'électricité. Et le soir, pour lire l'heure, c'est compliqué, la lueur de la bougie. Donc en fait, c'était tout d'abord sur les montres de poche. On sonnait l'heure. Et c'était important de garder finalement un lien avec le temps à travers des montres à sonnerie. Je vais passer notamment sur les montres à réveil. Alors ça, c'est assez facile à appréhender. On a des montres qui sont capables de prédéfinir une heure. On va armer un ressort et faire sonner la montre quand c'est désiré. C'est soit une aiguille, comme on voit sur la Vulcain Cricket ici, ou un disque qu'on va faire bouger pour définir l'heure. On va remonter le réveil et puis à l'heure donnée, le réveil va se déclencher et puis on va se réveiller assez fort. En général, ces anciennes montres mécaniques sont assez puissantes pour vous réveiller, même après une grosse gueule de bois. Je peux en témoigner. Les répétitions minutes sont différentes. C'est un peu vraiment la complication la plus prestigieuse de l'horloger. Je dirais qu'on peut compter les manufactures qui le font sur les doigts d'une main. Et vraiment, c'est très compliqué à mettre au point. Ça prend des années à mettre au point. Et c'est des choses qui sont faites en très faible quantité pour les collectionneurs et évidemment à des coûts, bien entendu, très élevés. Donc, on a un mécanisme qui va, à la demande, indiquer l'heure, les quarts et les minutes, et donc en sonnant. Comment ça fonctionne? On va normalement avoir sur le côté un petit levier qu'on va pousser, ce qui va armer le système. Et puis, les heures sont signalées par un ton grave, les quarts d'heure sont signalés par un ton grave et aigu, puis les minutes sont sonnées par un ton aigu. Petit exemple, ici, si on veut sonner 17h19, on va armer donc le système
Et puis, on aura 5 dongs pour les heures, un dong pour le premier quart d'heure, donc on est à 17h15, donc 5h15, puis 4 dings pour les minutes. Je vais vous montrer ça sur une petite vidéo, ce sera plus simple. Voilà. On a l'armage du système. Donc là, il est 12h58. On a les 12 dongs, les 3 quarts d'heure et les 13 minutes. Voilà. Et ça, c'est très compliqué à réaliser et c'est fabuleux d'entendre les belles répétitions minutes avec un son cristallin. Et là, on se rend compte vraiment du génie horloger qui est quasiment infini. D'ailleurs, il est infini, mais il n'est toujours pas fini, parce qu'après la répétition minute, eh bien, on arrive aux montres à grande complication. Qu'est-ce que c'est une montre à grande complication? Si ce n'était pas assez, jusqu'où on peut aller? Eh bien, les montres à grande complication sont des montres qui incluent plusieurs complications. Normalement, un mix de calendrier perpétuel, chronographe, répétition minute. Une qui est admise en plus, c'est tourbillon. Donc, si par exemple on a un tourbillon, chronographe, calendrier perpétuel, on a une montre à grande complication. Alors là, effectivement, c'est très compliqué à faire et on arrive à des niveaux de prix qui sont vraiment stratosphériques. Et finalement, vous allez me demander, c'est quoi la montre la plus compliquée du monde? Où est la limite? La limite, il n'y en a pas. Mais effectivement, aujourd'hui, la montre la plus compliquée du monde, eh bien, c'est celle-ci. 57 complications. C'est une montre Vacheron Constantin. Qui n'est pas une montre bracelet, parce que c'est une montre qui est quand même dans certains volumes. Parce que pour intégrer 57 complications dans une montre, je veux dire, ça prend un certain volume. Ça a nécessité 8 ans de développement à 4 horlogers. Et c'est une commande spéciale d'un client. Donc c'est une montre qui n'est pas commercialisée, qui n'a été faite qu'en exemplaire unique. Vous voyez ici le mouvement, où on a finalement 6 tranches. Vous avez 6 niveaux de mouvement avec chacune plusieurs complications. C'est une montre assez incroyable, assez infinie. Je pourrais passer une journée à parler de toutes les complications qu'elle comporte. Malheureusement, on n'a pas le temps ici. C'était plus pour vous expliquer que finalement, le génie horloger, eh bien, aujourd'hui, il est à 57 complications. On en sera demain. C'est une grande question. Je vous remercie de votre attention et je suis ouvert à vos questions. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un aurait une question pour Pascal sur un de ces sujets liés aux complications? Tout d'abord, la montre en question, la 57 complications. Comme ça, comme ça, comme ça? Comme ça. Et puis épaisse. Comme ça, alors épaisse, facilement comme ça. Ouais. D'accord. Et c'est déjà incroyable d'avoir pu faire tenir ça dans un espace aussi contenu. D'accord. 57, c'est essentiellement le total des complications qu'on connaît en horlogerie, ou presque. Je dirais que, voilà, encore une fois, il n'y a pas de limite, mais oui, aujourd'hui, on peut dire ça. D'accord. On peut toujours être plus créatif, je pense. Est-ce que quelqu'un a une question? On va approfondir un thème après, qui est celui du chronographe. Pas le cas. D'accord. Alors, Pascal, on te retrouve dans une demi-heure. On va prendre le petit chapitre chronographe et on va l'élargir à beaucoup de détails. Merci pour l'instant. Merci à vous d'être venus. Merci à ceux qui ont regardé online. 6h30, heure de Genève. Le chronographe, c'est la session finale de la programmation de l'auditoire et du studio télé du SCHH de cette année. 6h30. Au revoir.